Vous écoutez L'Appel du Nature, un balado produit par Virage Sonore et animé par Valérie Lefebvre. Bonne écoute! Bienvenue Louis-Jacques, comment ça va? Merci, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis un peu fébrile de cette rencontre. C'est mon deuxième enregistrement, alors je suis très fébrile aussi. Puis, mais tu nous as apporté quelque chose pour nous relaxer. Quand même pas pour arriver les mains vides J'adore. À cet enregistrement-là. On va commencer avec ça, tiens. OK. Parce que la couleur est belle. Moi, je veux goûter. Vas-y, goûte. Je te conte un peu l'histoire derrière ce vin-là. C'est un peu l'histoire pour moi c'est ce qui est pour moi le vin, ultimement. Et février 2020 marque à chaque année à l'hiver, surtout avant la pandémie, nous sommes en train de se replacer, mais le groupe Advini, Jean-Jean, le PIV à SAQ, le Bonheur Chardonnay en Afrique du Sud, Domaine Caz dans le Languedoc-Roussillon. C'est un gros consortium de vins en France, qui est c'est une entreprise française, avec plusieurs vignerons indépendants au sein de ce consortium-là. Fait que dans le fond, les autres se sont dit il y a quand même très, très longtemps, on n'y arrivera pas seul, on va se rassembler. Après ça donne La Roche en Bourgogne, à Chablis, Claude l'Oratoire des Papes, à Châteauneuf-du-Pape. Et Lionel du Domaine Caz est en ville. Ils font des activations, on déguste. Puis, moi, j'étais sur mon trip. J'étais encore dessus, mais j'étais sur mon délire Cinsault, cépage que j'affectionne particulièrement par mon amour pour l'Afrique du Sud, mais pour aussi les cépages résilients qui donnent de la fraîcheur, des vins à faible niveau d'alcool et résilients au changement climatique. Fait que bref, tout ça pour dire que je suis dans mon amour du Cinsault. Je lis sur ce qui est en Afrique du Sud, au Chili, il y en a en Californie aussi. Des vignes de 1880 en Californie dans des sols de sable qui sont des survivantes au phylloxéra, qui donnent des vins super fruités, goulayants. J'ai une question. Il y a du phylloxéra en Californie aussi? Il y a du phylloxéra partout dans le monde. Ah, OK. Bon. En fait, le phylloxéra est originaire d'Amérique. Là, on peut... Est-ce qu'on y va là ou on revient au vin, on retourne au phylloxéra. Mais le phylloxéra est originaire d'Amérique, donc il y a du phylloxéra aux États-Unis. Longue histoire courte, on va faire short. Le phylloxéra, dans son cycle de vie, ne vit pas dans le sable. Donc, tous les terroirs à forte concentration sablonneuse dans le monde sont un peu à l'abri du phylloxéra. Donc, c'est pour ça que partout dans le monde, il y a des petits... Le phylloxéra, parce que partout dans le monde, il y a des endroits où il ne vient pas parce que le sable n'y s'y plaît pas. Et vous avez le Betchhold Vineyard qui a été planté dans les années 1880 en Californie, où on a principalement presque juste du Cinsault et des d'autres petites affaires. Donc, 1883, là, si je me souviens bien. Fait que, bref, c'est mon dada Cinsault parce que changement climatique, résilience climatique, faible niveau d'alcool, fraîcheur, tu sais, c'est tout, ça coche beaucoup de cases pour faire en sorte que dans les climats très, très méditerranéens et chauds, on soit capable de développer des vins avec un côté frais, un côté sapide, facile à boire. Parce que moi, parenthèse, mais je trouve que dans le Languedoc, des fois, il y a beaucoup de vins très alcooleux, très forts. Puis là, tu sais, on voit la couleur juste, puis c'est très frais, là. Je penserais pas, tu sais... Pas du tout, là. Pas pantoute. Non, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que cette climatologie-là qu'on trouve dans le Roussillon, dans le Languedoc, là, ici, on est dans le Roussillon, ben on l'a en Afrique du Sud. Par contre, en Afrique du Sud, ils n'ont pas de biais. Ils n'ont pas de biais pour produire du vin. Fait que le Cinsault, c'est là depuis des lustres. Ça fait 100 ans. Le Cinsault, en Afrique du Sud, il a été croisé avec le Pinot Noir dans les années 1920 pour créer le pinotage. Pinotage, à l'époque, ça s'appelait du Hermitage, le Cinsault. Pinot Noir, Hermitage, Pinotage. Et bref, fait que pour eux, pas de biais. Ils font des 100% Cinsault depuis quand même très, très longtemps en Afrique du Sud. Adoucissent leurs assemblages aussi avec de Cabernet Sauvignon, de Merlot. Puis moi, je faisais une découverte. J'ai une passion aussi sur l'Afrique du Sud. On pourrait repartir là-dessus également. On revient à la bouteille. Fait que bref, dans le nouveau... Tout ce qui est nouveau monde, je m'intéresse au Cinsault. Mais tout ce qui est ancien monde, je challenge les vignerons. Je pose des questions. What about le Cinsault? Parce que le Cinsault, mais qu'est-ce qu'il y a?
Puis Jacques va dans toutes les tablées, toutes Non, les réunions de vignerons et challenge les vignerons. pas de cette façon-là. Mais je pose tout le temps la question, il y a une raison, parce que le cinsault pousse facilement. Et sur le pourtour méditerranéen, c'est le matériel de base pour faire du rosé. Mm-hmm. Pour donner du kick, pour donner de la fraîcheur, de l'acidité au rosé. Mm-hmm. Et comme on a parlé de billets, je ne sais pas si on a commencé à parler avant l'enregistrement, mais n'importe quelle personne a des billets. Puis si vous voulez un endroit où il y a beaucoup de billets dans la production du vin, c'est la France. La France, c'est comme l'endroit de prédilection pour le billet. Fait que si tu es un vigneron qui met du cinsault, qui fait ses meilleurs rosés avec du cinsault, comment je vais me distinguer en faisant un bon rouge avec du cinsault, tu comprends? Puis là, on est plus du côté Provence, là, mais le cinsault, il est présent du sud de la vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape et sur l'ensemble du sud du Rhône, Provence, Languedoc-Roussillon. Fait que chaque fois que je croise des vignerons, je leur pose des questions parce que je sais qu'ils en ont sur leur terroir. Et au point tel même, je sais qu'il y en a qui en gardent également parce que le cinsault, c'est la collation du vigneron. C'est la collation du vendangeur. Tu te ramasses du raisin, puis c'est pas tous les raisins des raisins à vin qui sont bons à manger. Des fois, tu vas goûter, tu sais, comme du Cabernet Sauvignon, ça goûte pas le Cabernet Sauvignon. Bref, tu comprends ce que c'est? Fait que là, si on revient au vigneron... Mais là, on vient au vigneron, on vient au vin. Lionel est dans la place. J'avais déjà parlé pendant qu'on était à la cabane. Cinsault, ouais, j'en ai un peu de planté. OK, parfait. Moi, mon but, c'est pas d'imposer rien. Je vais de cette façon-là. Viens souper avec la famille. J'ai mes petites réserves de cinsault dans le restaurant. J'ouvre des bouteilles avec des profils différents. Puis là, c'est bon, ça, c'est bon. Ben, cinsault, Vetchel Vineyard, Californie, 1880. Wow, OK. Goûte un autre truc, cinsault d'Afrique du Sud. Je peux prendre ces termes. Lionel me dit, putain, c'est drôle que tu me dises ça. Il dit, j'ai une cuve au domaine en ce moment. Là, on est février 2020. J'ai une cuve au domaine remplie de cinsault. Puis il dit, quand je me promène dans le cuvoir, il dit, je déguste mes vins, parce que les vignerons aussi, ça, on le voit pas, là, mais dans le cuvoir, il y a des dégustations à la barrique, à la cuve, pour voir comment le vin évolue. Il dit, à chaque fois que je suis dans le cuvoir, je reviens tout le temps à ma cuve de cinsault. Mais là, il dit, tu me fais goûter ça. Il dit, moi, j'ai cette cuve-là que j'étais pour la blender, mais il dit, crème, il dit, à chaque fois que je passe dans le domaine, je vais à ma cuve, puis je me soigne un verre de cinsault. Fait qu'il est revenu, puis là, lui, c'est un passionné. Puis là, il dit, le marketing ne m'aimera pas parce qu'il dit, je fais déjà 12 cuvées. Tu sais, c'est pas un Alsacien en plus, les Alsaciens en font, là, des cuvées. Ouais. Le marketing ne m'aimera pas, mais il dit, je vais faire un vin. Puis là, en plus, c'est ça que tu regardais le pourcentage d'alcool, 11%. Ça coche toutes les cases, toutes les cases. La COVID arrive, mais on reste en contact. Puis là, il me dit, Louis, je l'ai mis en bouteille. J'avais pas vraiment commencé à l'exporter puis tout parce qu'il y avait une petite production. Le déconfinement en France, ça a quand même ça a été mieux qu'au Québec, je te dirais. Plus rapide. Plus rapide, plus permissif aussi. Mais par contre, quand même beaucoup de distanciation sociale. Puis un truc qui est vraiment intéressant dans l'univers de la restauration, dans le Roussillon, c'est les clubs de plage, dans le fond. Mais c'est vraiment impressionnant parce que c'est comme une entente que tu as avec le parc régional, la municipalité, mais tu loues pendant la saison estivale une espèce c'est que des containers ou des trucs de bois, puis tu rentres là, puis tu as ta cuisine éphémère, puis tu te cuisines sur la plage, tu as des endroits, des baldaquins pour être sur les pieds dans le sable. Tu as apporté ça, genre... Ah ouais, lui, il s'est mis à vendre ça partout durant l'été. Il a vendu ça dans des seaux réfrigérés, c'est soif, puis on a vendu toute la production. T'en as gardé une? J'en ai gardé une, c'est la dernière, en fait. Donc, je l'ai amené pour toi. Mais c'est ça, c'est la dernière, c'est la première édition. Donc, le Samsault. Donc, Samsault, c'est en catalan. Il faut comprendre que dans cette région-là, ils ont on est dans le pays Roussillon, donc on a le pays catalan-français, donc un peu comme le Québec, catalan-espagnol, catalan-français. Donc, ils ont leur propre langue. Donc, Samsault, c'est cinsault en catalan. Et ça fait quand même boule de neige, ce projet-là, parce que là, ben, il y a une vieille parcelle de vigne qui a dû arracher parce qu'elle était plus bonne, il a replanté du cinsault. Ensuite de ça, ben, ça va faire 6 ans. Ce vin-là existe. Maintenant, c'est une cuvée. Ça fait partie de son portfolio. Ça fait partie de son... Fait que dans le fond, ça explique, parce que moi, j'étais comme 2019. Là, tu me parles d'une affaire en 2020. Ça explique pourquoi c'est une cuvée 2019. Exactement. Parce qu'il était déjà là. Moi, j'étais comme... Mais j'ai des questions! Mais la première question, c'est qu'en fait, ce vin-là, tu peux te servir aussi, il a été récolté en 2019, vinifié en 2019, donc pas commercialisable avant, normalement, ça dépend des types de vins, là, mais...
un an. Donc, c'était encore en cuve. C'était pas un vin qui était fini en soi. En fait, c'était un vin qui était pour finir en assemblage. Donc, le processus, on monte dans le temps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu pérenne. Et là, pour les auditeurs, ça arrive une fois par année à la SAQ maintenant aussi. Là. Donc, c'est qui importe ça? En fait, c'est Groupe Advini Ah oui, c'est ça Jean-Jean que a tu sa disais. propre force de vente au Québec. Parfait. Hey, on a commencé avec ça. On va faire comme... On fait ça à l'envers aujourd'hui. Là, je me Pas de problème. retourne vers toi parce que, veux pas, t'apportes une bouteille de vin, il faut qu'on en parle. Ben oui, il fallait en parler. Mais puis là, en plus, ça a 6 ans. Là. Ça, c'est censé être un vin qui est... on consomme ça à boire sans retenue. Ça a évolué super bien. Là. Ah, c'est magnifique. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, bon, c'est un rouge léger. Je trouve que ça fait du bien tu sais, d'avoir un truc un peu éclatant en bouche, même en février, dans les journées grises. Tu sais, ça égaye. Ouais. Ça nous rappelle, tu sais, puis veux pas, tu me parles des clubs de plage. Puis, tu sais, je pouvais le boire aussi dans les pique-niques l'été au Partout. parc. C'est Ça a sa place, exactement. honnêtement, partout. Ben merci beaucoup de ce partage. Ça fait plaisir. Je me sens honorée. Puis, je trouve que l'histoire est vraiment formidable aussi. Puis toi, maintenant, tu es enseignant à l'ITHQ. Ouais. On s'est rencontrés à cause du vin, justement. Bien sûr. Puis moi, je me demandais, tu sais, veux pas, il y a eu un changement depuis qu'on s'est rencontrés. Mais toi, ton parcours, ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est quand est-ce que tu es tombé en amour avec le vin? Est-ce que ça a été ta carrière jusqu'à maintenant puis qui a évolué finalement? C'est pas le vin qui m'a amené en restauration. Tu sais, moi, j'étais un enfant de la restauration. Puis le vin, en fait, c'est une courroie de transmission qui a fait en sorte que ça va faire plus de 20 ans que je travaille là-dedans. Puis j'ai entre guillemets, défroqué de la restauration pendant 4 ans, mais j'étais représentant dans le milieu brassicole puis dans le milieu du vin. Fait que j'ai quand même toujours gravité là-dedans. J'ai fait un retour à la restauration après ça. Fait qu'en 2005, je décide de partir en France travailler. Okay. Fait que j'étais le premier à ouvrir un programme d'échange avec un lycée hôtelier en France. Fait que j'étais allé travailler en 2005 sur la côte, la French Riviera, la côte d'Azur. Donc, j'ai pris mon petit vol Montréal-Nice, puis j'étais arrivé sur la baie des Fourmis à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans un palace. Puis, premier soir à vie là, que je travaille là de mon stage, c'est la soirée où on remercie tous les partenaires sur la Côte d'Azur qui font en sorte que le Royal Riviera vit les fleuristes, les concierges d'hôtel. Fait que c'est soirée sur la plage. Fait qu'ils m'ont mis au bar à rosé et à champagne. Parce qu'on est sur une soirée VIP qui remercie les partenaires. On est sur la Côte d'Azur, donc on va servir rosé, champagne. J'avais jamais bu de champagne de ma vie. J'ai dû déboucher 100 bouteilles de champagne cette soirée-là. Bon, c'est là vraiment que j'ai découvert le milieu du vin, puis commencé à m'y intéresser. Puis plus tard, vers la fin de ma saison, ma chef de rang, parce que moi, j'étais le commis. Fait que je faisais un peu de tout dans l'hôtel, mais quand j'étais le soir au restaurant gastronomique, j'avais des chefs de rang, puis j'avais ma préférée. Ma préférée, c'était Laetitia. Et Laetitia, son nom de famille, c'est Héberlin. Puis moi, je connais rien à l'industrie. Le plus de monde dit, tu sais avec qui tu travailles? Je suis comme, non. Ben, Laetitia, c'est Laetitia, quoi. Je suis comme, non. Dit, mais là, tu connais pas M. Héberlin de l'Auberge de Lille en Alsace? Aucune idée, c'est qui. Fait que je pense qu'on est devenu, tu sais, comme tout le monde était impressionné par sa présence, que l'Auberge de Lille en Alsace, c'est l'un des plus vieux, là, ils l'ont plus, mais 3 étoiles Michelin continuent, un peu comme Paul Bocuse. Puis son papa, il était venu coucher à l'hôtel vers la fin de mon séjour. Puis eux, leur spécialité, c'est en Alsace, le foie gras est important. Autant qu'il est important dans le sud-ouest de la France, il est important aussi en Alsace, sauf qu'en Alsace, c'est le foie gras droit. Puis je pense que dans le sud-ouest, c'est le foie gras de canard. Ouais, je pense que... Et lui, il fait du foie gras en terrine à la truffe, dans des pots de porcelaine bleue, là, comme du cuit à la terrine. Ouais. Puis là, on découpait avec la cuillère, on se faisait des tartines de terrine de foie gras. Puis on a ouvert du coteau du Layon, donc un liquoreux de la Loire avec du chenin botrytisé. 1998. Pour moi, un vin blanc, là, comme c'est un vin blanc liquoreux, pour moi, c'est blanc. Là. C'est couleur. Le vin était orange, foncé, tuilé. Je peux pas croire que... Fait que c'est vraiment comme ça que la bougie d'allumage s'est faite. Puis après ça, est-ce que tu es allé travailler en restauration? Quand est-ce que tu as switché vraiment à devenir sommelier? Ben là, c'est ça. Fait que là, je suis revenu, j'ai continué à travailler en service. Ouais. Puis je suis retourné en France en 2007 faire un semestre à La Rochelle à l'université.
Puis là, je commençais à acheter des bouteilles juste pour déguster. Puis là, c'était drôle parce que mes collègues de classe à l'université ne buvaient pas beaucoup de vin. C'était plus jeune que moi aussi. C'était le monde qui sortait un peu du secondaire 5. Le système français est différent. Fait que là, j'ai comme découvert un monde. Puis je disais, là, les magazines celliers, là, moi, je les ai tous lus. Là. C'était de très, très grande qualité. C'est une des choses qui a fait en sorte que ça a alimenté ma passion, puis ça a alimenté mon savoir. Fait que décembre 2008, je finis mon bac. Je suis revenu de France en 2007. Puis je m'inscris en sommellerie. Puis de janvier à avril, je fais mon ASP de sommellerie. Donc l'ASP, c'est le niveau, c'est l'équivalent d'un certificat, mais au professionnel, dans le fond. OK. Donc, je deviens représentant en vin, représentant en bière. Puis là, j'aimais ça, mais j'étais pas si heureux que ça. Puis là, à un moment donné, je me suis assis avec ma femme, puis j'ai dit, je retourne en restauration. Elle était comme, ah oui, je retourne en restauration. Je dis, garde. T'avais-tu des enfants à cette époque-là? Non, j'avais pas d'enfant. Puis je retourne en restauration parce que de toute façon, je vais être plus heureux, mais je sais où je m'en vais. Je m'en vais en restauration parce que quand j'étais représentant en vin, l'endroit où j'avais le plus de fun à boire du vin, échanger sur le vin, puis vendre du vin, mais même, j'étais client de là avant même d'être représentant, c'était aux cavistes. Donc, les cavistes, à l'époque, avaient un restaurant sur Saint-Denis, pas tellement loin de l'Express, du même côté de la rue. Puis, je finissais mes corps quand j'étais serveur. J'étais serveur aussi au restaurant de l'ITHQ avant d'être représentant. Puis, j'arrêtais là, puis je discutais avec Robert, le propriétaire, avec Fred Fortin, qui est rendu enseignant sur la Rive-Sud, puis Martin Dorval, puis déguste sur le vin, échange sur le vin et tout. Puis quand je suis devenu représentant sur la route, puis là, je suis allé cogner à leur porte, commencer à leur vendre du vin. Fait que quand j'ai fait mon travail introspectif de j'arrête d'être représentant, puis je retourne en restauration, je vais retourner au caviste, puis il avait fermé Saint-Denis et ouvert sur Fleury-Ouest. Puis là, j'étais là pendant 12 ans. Fait que bref, tout ça pour dire que je vais en prendre un café avec Robert, puis je dis, regarde Robert, moi, je reviens en restauration, je veux travailler avec vous autres. Fait qu'il dit, pas de problème, viens-t'en. On est en septembre 2012. Non, septembre 2013. Puis janvier 2014, il dit, c'est bon, tu prends en charge le programme 20. Puis je l'ai pris en charge pendant 10 ans. Puis les cavistes, ben c'est pas qu'un bistrot, là. C'est pas juste un bistrot. Il avait déjà commencé ça sur Saint-Denis. C'est 90 ateliers dégustation par année. Donc, moi, je donnais quasiment 30% des ateliers dégustation. Au début, c'était quasiment juste Robert et moi qui les donnais, mais on est devenu une équipe qui a grandi là-dessus. Puis on est passé de petite carte des vins recto verso, 50, 60 références de chaque blanc-rouge. J'avais 80 références de blanc puis de rouge sur carte, plus 350 références dans la cave. Parce que dans le fond, c'est un bistrot, fait qu'il n'y a pas beaucoup de shows de boucan qui se faisaient sur la carte. On avait des très belles bouteilles, puis on faisait des événements. On disait, bon, c'était tel moment, on va ouvrir tel vin. Puis j'ai acheté beaucoup de vieux millésimes avec Mark Anthony. Mark Anthony, c'est Treasury Wine Estate, donc en Californie, Australie. C'est eux qui ont Penfolds, c'est eux qui ont Bérenger. Puis à un moment donné, ils se sont mis à vider leurs entrepôts de vieux millésimes. Puis on a eu la chance d'acheter des vieux millésimes de Bérenger. On a acheté du Cabernet Sauvignon Nights Valley de Sonoma 1978. C'était leur deuxième millésime pour 40 $ la bouteille. Wow. T'as-tu suivi la série Somme? Somme a un peu comme glamorisé le métier de sommelier il y a une dizaine d'années à peu près là-dessus. Puis moi, j'avais trouvé ça le fun. C'est une belle façon de montrer les pas de notre milieu. Puis dans le fond, c'est un documentaire qui suit des sommeliers qui veulent passer leur master sommelier aux États-Unis. Puis il y en a un là-dedans, un personnage très, très coloré qui s'appelle Dylan Proctor. Puis Dylan, il réussit pas à le passer son master sommelier. Mais j'ai tout le temps eu une affection pour le personnage qu'il était. C'est une personnalité, là, je dirais, très, très colorée dans la façon qu'il s'exprime. La chat, moi, je le trouvais trippant, le gars, tu sais. Puis, à un moment donné, il est devenu brand ambassador pour Penfolds. Fait que moi, je dis à Mark Anthony, je dis, on a des grandes cuvées de Penfolds. On a du Bin 707, on a du Bin 389, Saint-Henri, des millésimes 99, 93, c'est des belles affaires là, qu'on a dans la cave du restaurant. Puis je dis à Mark Anthony, êtes-vous capable de faire venir Dylan pour faire une soirée avec eux? Fait que là, à chaque fois, il dit non. On leur demande, mais tu sais, comme c'est un petit milieu, le Québec. Puis tu sais, Treasury Wine Estate, c'est une compagnie qui est cotée en bourse. C'est quand même big. Fait que la réponse était tout le temps non, tout le temps non, tout le temps non. Puis là, moi, j'ai gagné un concours, puis je me ramasse
au Texas, à Texum. Texum, c'est un conventum de sommeliers OK. où ils en profitent pour faire passer les examens de master sommelier. Moi, je suis pas dans le cours, là. Je fais pas partie de... J'ai pas fait ces trucs-là. Mais je me ramasse là parce que j'ai gagné un concours, puis je croise Dylan. Puis là, je dis « Hey, Dylan, ouais, viendrais-tu, toi, à Montréal, faire des événements? » Ben, il dit, ben, c'est dans ma job, là. Tu sais, je suis capable de faire ce job-là. Puis là, je dis, dans le sous-sol, je liste toutes les cuvées. J'en avais 7 à peu près. Fait que là, il fait, oh, ouais, c'est du beau stock, là. Je dis, ouais, c'est du beau stock. Fait que je dis, ben, t'en parleras à tes patrons, tu sais, comme. Fait que là, finalement, 3 semaines après, je reparle avec Treasury, puis là, avec Marc Anthony au Québec. Puis là, je dis, Dylan, il s'en vient. Puis il dit, ben oui, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, comment t'as réussi? Fait qu'on a fait une soirée. Il est venu à Montréal. On a ouvert les canons avec lui. On a animé la soirée. Puis là, on a fait une exception. On a fermé le restaurant au complet. On a tout réaménagé le restaurant pour faire 150 clients. Puis on a passé une super soirée. C'était vraiment le fun à ouvrir ces bouteilles-là qui ont des histoires à raconter. Là. C'est sûr que c'est des vins qui sont spéculatifs. Ça vaut pas ce que ça vaut aujourd'hui. Là. C'est des bouteilles qui peuvent maintenant valoir 1000$ la bouteille, là, 700. Mais en fait, c'est ça qui est le fun. On les avait achetés à 150$. Mais c'est ça qui est le fun avec le vin, c'est les histoires, les rencontres. C'est bien plus ça, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est stimulant, ben oui. C'est vraiment ça qui est le fun. Tu sais, je veux dire, tu me racontes des histoires que tu as vécues depuis tout à l'heure qui sont autour de ça, puis que, tu sais, moi, ça me transporte dans des moments, dans des endroits, puis... Ah, c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis moi, ce que j'aime du vin, outre le breuvage, c'est justement, tu sais, il y a comme toute une histoire de la vigne à la bouteille au consommateur, puis qui sont multiples, qui sont différentes, qui sont complémentaires, puis qui sont, pour moi, importantes et le fun à raconter et à écouter, tu sais. Tout ce côté-là, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est ce que, là où je voulais en venir, c'est que là, avec les cavistes, quand je revenais en restauration, puis qu'est-ce qui a fait que je suis tout le temps resté en restauration? Fait que oui, j'ai eu le poste de sommelier. Maintenant, je suis enseignant, mais ce qui a fait en sorte que j'ai été hook dans le milieu de la restauration, c'est le vin, parce que le vin me gardait groundé. Puis me permettait, parce que c'est une industrie qui est pas facile, une industrie qui est complexe, qui est marginale, tu sais, beaucoup d'intensité. C'est pas un milieu qui est facile, mais il y a pas la facilité n'existe pas dans ce monde-là. La facilité, en général, n'existe pas. Exactement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai annoncé, tu sais, je suis pas parti des cavistes parce que j'étais pas heureux, là. Au contraire, je suis parti des cavistes parce que j'avais eu une opportunité d'aller... J'ai vu qu'il y avait une opportunité pour aller enseigner. Tu sais, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. J'étais un produit de l'ITHQ. Mais tu es aussi un communicateur. Ben oui, mais au caviste, je faisais ça. Voilà. Moi, je veux revenir... Oui, excuse-moi. Je veux revenir sur ton côté éducateur parce que l'affaire, c'est que moi, je me définis beaucoup. Le podcast, il y a vraiment eu un switch à la pandémie, malheureusement, puis une mort. Là, c'est le phénix. Il renaît de ses cendres. Exactement. Exactement. Tu sais, ce que je vois, tu sais, tu es très articulé, puis tu as un côté, justement, d'éducation. Puis là, tu es rendu... justement un enseignant là-dedans. Puis moi, je veux qu'on se consacre parce que, tu sais, c'est sûr que tu as beaucoup de cordes à ton arc, mais sur le côté sommellerie. Oui. Fait que là, qu'est-ce que tu enseignes à l'ITHQ? Là, en ce moment, j'ai 1 an d'ancienneté. Donc, j'ai été appelé à enseigner quand même pas mal de choses depuis, là, parce que, justement, je suis multitâche, puis je ramasse ce qui est disponible dans les tâches. Fait que j'ai enseigné pour l'instant gestion de ressources matérielles, donc comment on aménage un restaurant. Donc, design et tout. Si on se concentre juste sur le vin, mettons. Puis après ça, sur le vin, j'ai enseigné un cours de service de sommellerie à l'automne dernier au restaurant d'application, mais au rez-de-chaussée, avec nos étudiants en gestion de la restauration. Ils font pendant 4 semaines, 6 services en bas dans un restaurant un peu plus poussé, parce qu'on a notre relève gourmande au 2e étage, qui est là où on vient se briser les dents. Mais là, après ça, on les amène... Au rez-de-chaussée, où est-ce que les vitres vitrées... Exact. Où est-ce que les vitres, restaurant de l'Institut, restaurant de l'ITHQ, pardon, qui a eu sa mention au guide Michelin, son bib gourmand. Il me semble que c'est un bib ou une mention. Puis, bref, on les amène là, puis on leur fait découvrir un peu l'univers du vin sommellerie, mais de façon quand même globale. Puis, à l'automne, ce que j'ai enseigné aussi à 5 cours aux gestion de la restauration et gestion hôtelière, c'est technique de service des boissons. Ça, c'est vraiment un cours qui est cool parce que ça marque le monde, parce qu'au 3e étage de l'école, on a un laboratoire de bar avec des speed rails, des vraies bouteilles avec de l'alcool. Puis, pas de l'alcool, mais c'est de l'eau puis du vinaigre coloré. Puis on apprend aux étudiants les techniques de service des boissons. Donc, comment tu vas servir
un cocktail, comment tu vas servir Mhm. ton vin, comment tu vas élaborer, l'ergonomie, nettoyage des stations. Puis on leur fait apprendre, il faut qu'ils fassent leur examen final, c'est tu piges 3 cocktails, un secoué, un remué, un construit. Tu as 10 minutes, tu me fais tes 3 cocktails. Fait que là, j'ai enseigné ça à l'automne dernier. J'ai adoré ça. On a vraiment eu du fun. Puis là, qu'est-ce que t'enseignes un truc en. Là, cette session-ci, j'ai pas vraiment de cours de sommet. J'ai découvert de la profession aux gestions de la restauration. Donc oui, on parle sommairement de ça. Puis des cours de ressources humaines. Puis admettons, là, ça serait quoi les conseils que tu aurais pour quelqu'un? Je sais que tu n'enseignes pas juste la sommellerie, mais qui arrive en sommellerie ou qui s'intéresse à ça, qui veut prendre des cours, qui veut en faire une carrière finalement. Le conseil que j'ai pour quelqu'un qui s'intéresse au vin, c'est de trouver ce qui le passionne dans l'univers du vin Mm. pour le garder ancré. Parce que le vin, même quand tu finis un cours de sommellerie, si tu fais ton ASP de sommellerie puis tu le finis, bien qu'on dit que tu as ton diplôme en sommellerie, tu n'es Mhm. pas tout à fait sommelier dans le sens que tu as touché tout en surface. Puis après ça, il faut que tu continues cette recherche-là parce qu'à chaque année, il y a un millésime qui se fait Mm. dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Le milieu évolue, les tendances évoluent, les styles évoluent. Donc, le milieu du vin, c'est une histoire qui continue de s'écrire à chaque année. Mm. Et c'est ça qui est fascinant, qui suit l'histoire de l'humanité. Puis moi, c'est ça qui m'a regardé. Quand j'étais au secondaire, j'aimais la géo, j'aimais l'histoire secondaire 4, secondaire 2. Moi, j'ai trippé là, sur ces Mm. cours-là. Mais quand commences à t'intéresser au vin, mais tu te rends compte que le vin faisait partie de la Deuxième Guerre mondiale. Le vin faisait partie de la découverte de l'Amérique. Le vin, il fait partie de tout le milieu de l'humanité. Fait que moi, c'est ça qui m'a gardé ancré parce que tu t'intéresses à. C'est fascinant, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes. Il y a genre culturel, Géographie, géographie, le côté botanique, géologie, ouais, géologie, c'est ça. C'est vrai que c'est ça très. touche à tout. Huh. Puis Tout. toi, qu'est-ce qui te fait triper en ce moment? Est-ce que c'est encore le Cinsault ou t'as passé à autre chose? Oh, c'est une bonne question. Est-ce que c'est encore le cinceau qui me fait triper? Je, je bois de moins en moins de rouge. Mhm. Je bois beaucoup, beaucoup de blanc. Euh, J'aime beaucoup les bulles aussi. Ah mon Dieu, moi, je suis tombée dans les bulles, là. J'aime beaucoup les bulles. J'aime. Tu sais, du champagne, c'est très, très bon, mais il y a plein de bulles partout dans le monde. Là. Il y en a. Mm. Mais j'aime beaucoup les bulles. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Le blanc. J'aime tout. Tu sais, c'est comme en musique. Là. Tu sais, je suis capable. Tu sais, en Mm. musique, là, moi, je suis capable d'aller. Ce matin, j'étais dans le classique. Après ça, j'ai écouté du Alphonse Bisaillon, son nouvel album qui sortait Ouais. aujourd'hui. Je suis capable d'écouter du country. C'est plus. Je suis un gars Fait que dans le fond, de mood. Moi, je suis un gars de mood. fait que dans le fond, le vin, ça touche vraiment à plein d'intérêts parce que c'est Ouais. hyper versatile, puis tu sembles avoir. Ouais, puis c'est ce qui m'a permis de faire des rencontres aussi. J'aime beaucoup le voyage, de Mm. voyager, de me déplacer. C'est multifacette. C'est ça qui est vraiment fascinant. Puis des rencontres, t'en fais. Puis je sais pas si on avait commencé à rechercher, c'est un milieu qui est tellement petit, là, Valérie. Là. Non, mais c'est fou. C'est petit, petit, petit. Ben, je sais pas, tu sais, je regardais les posts, les stories de Raw Wine, puis de Wine World, puis de ci, puis de ça, puis c'est toutes les vignerons que je connais qui sont tous ensemble, qui Ouais. se retrouvent tous, puis moi, je pense que l'année prochaine, je vais au Cave d'Angers, là. Ah ouais? Ah ouais, je pense que je vais aller à la Dive. À la Dive, dans la I'm Loire. gonna do it. Fait que, Je sais ouais. pas, il doit faire humide là-dedans, dans cette cave-là. Hey, mais Ça c'est doit comme tellement C'est mythique. Oui, oui, c'est mythique, là, mais il doit faire. Oh, vive Donc, ses la rêves. Dive, là, ceux qui ne connaissent pas, là, je suis jamais allé, là, mais c'est un salon des vins dans les grottes de Tuffeau, là, dans la Mm. Loire, là, donc dans des petites caves très populaires. Sais-tu quoi, ce qui me fait triper en ce moment, c'est les dogmes commencent à sortir, à se défricher. Parce que moi, tu sais, parce que ton balado s'appelle L'Appel du Nature, Mm. puis moi, j'ai commencé quand j'ai fait mes études en sommellerie en 2009, je commençais à m'intéresser avant, là, mais de 2009 jusqu'à, mettons, juste avant la pandémie, là, il y avait quand même un dogme autour du vin nature, des étiquettes. Tu sais, moi, les étiquettes, ça me gosse. Les passeports commerciaux, tu sais, les labels, là. Mm. Si t'es pas bio, t'es pas ci. Si t'es pas biodynamique, t'es Mais je pas ça. pense en C'est fait pas. que dans la nature, à un moment donné, ça coûtait tellement cher de savoir des labels, des certifications que les gens ont fait comme
ben, nous, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller chercher une certification? Nous, on travaille comme ça. Mais est-ce que ça vaut la peine vraiment? Je pense que c'est des Oh frais non, 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 qui mais oui, s'ajoutent, mais ça, tu c'est un sais. pan, mais mettons, il y a eu un bout de temps où, dans le nature, il y avait un storytelling que si c'est nature, on peut pardonner certaines erreurs de Mmh. vinification. C'est des vins qui sont déviants, qui fermentation en bouteille, des goûts de souris, Mais de la pinotte. je trouve ça super intéressant que tu me dises ça parce que j'ai l'impression que, tu sais, bon, comme je disais, moi, j'ai découvert le vin nature en 2018 à peu près, tu sais. Puis là, c'est ça, c'est que tu On goûtes. était là, c'était intense en C'est ça. 2018. Là. Tu goûtes des affaires, Il y avait t'es quand des même, choses électriques. ça goûte pas comme genre le vin que j'étais habituée de goûter, tu sais. Puis là, c'est comme un peu tripant de ça. Puis avec les années, on dirait que les gens et les goûts ont évolué, puis on a un désir maintenant d'avoir quelque chose de beaucoup plus droit, tu sais. Peut-être que oui, c'est en nature, mais on est beaucoup, tu sais, justement, moins dans les étiquettes de faut que ce soit des puristes, puis que ci, que ça. Euh, Puis je pense que c'est une évolution nécessaire et normale, là. Oui, oui, ben, tu sais, c'est le retour du balancier. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, là, tout le côté naturel du vin, si on remonte avant la Deuxième Guerre mondiale, tous les vins étaient nature, C'est ça. par la force des choses. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que les produits de synthèse sont L'industrialisation. arrivés, l'industrialisation. Fait qu'on on est retombé dans le. Puis tant mieux, c'est pas resté trop longtemps. Mais tu sais, moi, j'ai pas. J'ai peut-être beaucoup de biais dans ma vie, on en a tous des biais, mais une chose, tu sais, bien que le dogme du vin nature, j'embarquais pas dedans, Mm. ça, c'est une chose que je peux peut-être donner comme conseil à un sommelier. Intéresse-toi à ce que tu n'aimes pas. Mm. Continue de t'intéresser à tout. Il ne faut pas que tu restes dans un silo, il faut que tu aies une ouverture d'esprit sur Mm. tout ce qui se fait. Puis moi, là, c'est une chose que je fais quand je vais dans des salons des vins. Là. Je vais pas nommer de nom, c'est pas ça qui est important. Mais mettons, les gros vins commerciaux là, que tu n'as pas envie de goûter, que tu vas bouder, mettons, parce que tu les achètes pas sur ta carte des vins, parce que tu dis ça me tente pas d'encourager ces domaines-là. Mais où tu veux pas investir là-dedans, ben c'est dans des salons des vins que tu vas les goûter Mm. parce que là, tu n'as pas payé, Mm. c'est gratuit, puis c'est là que tu peux te faire une tête. Mm. Puis des fois, tu goûtes des affaires. Je me souviens d'avoir dégusté des vins d'un producteur, puis goûter, je fais comme crime, c'est pas si mauvais que ça finalement. Mm. Puis là, surtout en ce moment, là, les gens ont de moins en moins de sous. Il y a des bons rapports qualité-prix-plaisir dans les vins plus entrée de gamme. Fait que c'est peut-être ça le conseil, c'est de ne pas te fermer parce que moi, bien que le dogme du vin nature me fâchait, non, mais. On doit avoir eu des conditions là-dessus, c'est sûr. Non, mais tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, ma mère, ma mère, elle boit beaucoup de vin. Moi, je dis, c'est une buveuse d'expérience. Mais les buveurs d'expérience, c'est le fun parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'intellectualiser un vin. Ils savent s'il est bouchonné ou il n'est pas bouchonné. Il n'est pas bon, ce vin-là. Parce que, genre, tu sais, comme tu comprends ce que je veux dire. Mais moi, quand tu travailles dans l'industrie du vin, ta mère s'en va manger dans un restaurant qui n'est pas le tien où tu vas. Puis là, elle revient, puis elle parle de son expérience. Elle dit ouais, j'ai pris un vin au verre, là, puis je l'ai goûté, puis j'ai dit qu'il était pas bon. Puis la personne, le sommelier ou le serveur, me dit ben, c'est parce que vous connaissez pas ça, madame, c'est parce que c'est un vin nature. Puis là, elle fait comme moi, j'ai pas de plaisir à le boire, j'ai pas de fun. J'ai c'est pas, tu sais, ça. comme. Et, fait que moi, j'ai continué malgré tout à déguster, à m'intéresser là-dedans. Puis, je me souviens plus dans les années, mais j'ai fait pas toutes les raw wines de Montréal, là, mais je me suis tout le temps donné un devoir d'y aller, surtout dans ce moment-là, pour découvrir, continuer à déguster. Puis, je me souviens une année, j'ai goûté, puis je suis comme, OK, là, c'est vraiment On est ailleurs. quelques tables qui me rejoignaient, puis d'autres, c'est comme, on est dans autre chose. Puis, ça fait trois raw wines que je vois, puis j'ai pas goûté. Les 2 derniers raw wines, il n'y a pas une table où j'ai dégusté des choses qui n'étaient pas bonnes. J'ai dégusté des choses qui étaient droites. Ouais. J'ai dégusté des choses qui étaient peut-être un peu sur la fringe, là, mais rien qui était reviré en l'air. Là. Oh mon Dieu, on buvait des affaires qui goûtaient de la ferme. Mais ce que tu dis là, tu goûtais les choses de la ferme. Tu as dit tantôt quelque chose de super intéressant. Ça piquait ma curiosité. Fait que, tu sais. Mais ça m'a ouvert ça sur t'a ça. ouvert, exactement. Ça t'a ouvert sur ça. Donc, moi, je dis tout le temps que une personne de plus qui boit du vin, c'est bon pour notre industrie. Fait que si tu te fais amener vers le vin par un vin nature, si tu te fais amener par le vin, puis ça, je l'ai dit tout le temps quand je faisais mes ateliers au Cavis, si tu t'intéresses, si ta porte d'entrée au vin, c'est un Apothic Red, mais c'est bien. Non, mais Excusez. c'est bien correct. Si ta porte d'entrée, c'est du Barefoot, ce vin-là, c'est pour ça qu'on va boire, là. Mais si est encore vendu en 2026, C'est parce qu'il y en a qui l'achètent. c'est parce qu'il y en a qui l'achètent puis qu'on souhaite qu'un jour boivent autre chose. Ouais. Mais si ça a sa raison d'être, c'est comme on pourrait débattre. Moi, ce que je veux, c'est un vin qui est
qui a une histoire à raconter, qui a une valorisation, un vin qui valorise un terroir. Moi, c'est ça que je cherche, mais c'était une porte d'entrée. C'est ça qu'il faut. Je pense, en fait, pour moi, je reviens avec le balado, avec des yeux d'une personne. On dirait que je suis nouvelle de nouveau, en fait. Puis ce que je retiens, en fait, c'est que j'ai pas le goût d'avoir des billets, comme tu dis, des préjugés. Puis j'ai le goût d'avoir une ouverture, justement, sur tout ce qui se fait. Puis, tu sais, soigner des bouteilles sur Instagram, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est vraiment l'expérience avec les gens. Puis si on a du fun, tu sais. Puis si on aime ce qu'on boit. Exactement. Il y en a plein là, de rencontres, là, puis la liste est longue parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Puis je m'en allais là, en fait. Ah, OK. Bon, mais vas-y, tu peux y aller. Non, mais vas-y, continue. J'ai même pas besoin de poser de questions. J'ai eu la chance de voyager beaucoup de par mon métier. Quand j'étais représentant, j'ai rencontré beaucoup de monde du milieu du vin. Puis je m'intéresse aux gens, là, comme tu peux le voir. Mais des rencontres marquantes, il y en a plusieurs, mais pour moi, il y a une famille pour qui j'ai un respect, mais comme incroyable. Puis ils vont toujours me suivre, puis je vais toujours les suivre, peu importe où je vais être. C'est la famille qui est derrière Pérez Balta en Espagne. Oh mon Dieu, donc, la famille cousinée. Mais ça, là. Ça, là, quoi? Cette histoire-là de Pérez Balta, là, c'est. Je sais pas si c'est toi qui me racontais ça, mais apparemment, la SAC, c'est les plus gros acheteurs de Pérez Balta, un des plus gros acheteurs au monde. Et quand il y a des Québécois qui arrivent, ils sont accueillis à bras ouverts là-bas. On va essayer de pas pleurer, là, ou c'est pas... Pareil, la famille cousinée, là, le domaine s'appelle Pérez Balta. Ouais. Et ça, pour les gens qui... Tu sais, c'est genre le meilleur rapport qualité-prix. C'est le meilleur rapport. Mais là, on parle des cavas à 17$. Là, oui! Mais ils ont des cuvées, et on parlait de bulles tantôt. Là. Oui. Ils ont une cuvée qui existe depuis 1 an et demi. Là, okay? On s'entend. Puis là, écrivez-moi pas pour dire que je suis élitiste. Là. La bouteille qu'on voit ici, elle vaut 24. On parle de cava, mais il y a des grands vins aussi. Ils sont spécialisés dans le cava. Ils ont des cavas d'entrée de gamme à 17$, le blanc puis le rosé. Et ils vont des cavas un peu plus haut de gamme. Dans un peu plus haut de gamme, eux autres, un des cépages emblématiques de leur domaine, c'est le grenache. Okay. Et là, justement, dans leur rosé à 17$, il y a quand même 30% de grenache qui rentre là-dedans. Ils ont créé la cuvée Rosa Cousinée, qui est 55$, mais c'est un cava qui a vieilli sur latte pendant 36 mois, rosé, qui est fait avec 100% grenache. C'est génial comme cava. C'est un SAQ. Ça rentre une fois par année. C'est le 3e arrivage. C'est spectaculaire. Ils ont le Blanca Cousiné, qui est Pareada Xarel·lo Macabeo, qui est élevé 60 mois sur latte. Ça torche bien des champagnes là, à 45-50$ la bouteille. L'autre, il est 60 à peu près. Fait qu'ils ont de l'entrée de gamme versus du haut de gamme. Mais c'est pas juste les Québécois qui vont chez Pérez Balta. La famille Cousiné, moi, c'est Juan. Juan, c'est un des fils là, qui vient sur le marché du Québec. Juan, là, j'ai fait de la route avec lui parce que je représentais ses vins. Je le vois comment il fait. Il donne la carte. Puis là, il te regarde dans les yeux, Valérie, puis il dit, Valérie, ça, c'est ma carte. Puis il dit, si tu viens un jour à Barcelone, viens, envoie-moi un courriel, puis viens. Mais tu sais, il fait ce geste-là peut-être 1000 fois dans une année. Quand même bien que c'est 10%. Là. Comme peu importe les gens qui vont se donner la peine de réécrire à Juan, on s'est croisés à tel endroit à Montréal, ou peu importe dans le monde, mais ils vont t'accueillir, puis il n'y a pas une personne qui sort indifférent et pas changé d'une visite à ce domaine-là. Là, c'est moi que tu vas faire pleurer. Là, je suis comme... j'ai des plans. Non, mais si tu as des plans, je vais te mettre en contact. Puis ça va me faire plaisir de t'introduire à la famille Cousiné, mais ce que je dis, c'est que vous leur envoyez un courriel. Puis maintenant, avant, il n'y avait pas l'infrastructure visite. Là, maintenant, tu l'as. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'avec ma femme, moi, je suis allé chez Pérez Balta en 2014. Fait que là, je m'en vais... on se fait un voyage de couple. On se ramasse là. Puis moi, j'avais rien prévu dans ma journée. Mais on arrive là à 10h. Ouais. On s'en va là en train, on s'en va à Villafranca del Penedès. Ils m'ont déposé à la gare à 4h. Puis ma femme et moi, on pleurait dans le train tellement qu'on avait vécu. Ils nous ont emmenés dans les vignes, ils nous ont emmenés dans le cuvoir, dans les caves. Ils nous ont fait déguster. Puis Juan, on se connaissait, fait qu'il avait booké sa journée. Il nous a amenés au restaurant. Puis, on a vécu, il nous a fait découvrir tout son
terroir, son patrimoine. Je dis pas que vous allez vivre la même visite que j'ai vécue, là, parce que j'ai comme des bénéfices, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui revient de là inchangé. Tu sais. Puis moi, en ce moment, vu que je travaille en enseignement, puis je suis appelé à faire des études de cas, puis tu sais, il y a une étude de cas marketing à faire sur comment ces personnes-là reçoivent les gens et deviennent des ambassadeurs forts, là. Mais moi, c'est ça que j'ai entendu parler d'une visite là-bas. Mais je pense pas que ce soit toi, mais que tu es tellement bien reçu. C'est fou. C'est ça, c'est comme... ça marque, en fait. Puis quand je vous dis bien reçu, là, pensez pas à... C'est pas une question de luxe, c'est juste une question que tu es accueilli, puis tu te fais sentir comme si tu étais unique. Puis pour eux, c'est très important que quand tu quittes le domaine, tu as ça tatoué sur le cœur. Tu comprends? Puis après ça, mettons, moi, c'est niaiseux, là, mais tu sais, quand je me suis marié, là, j'ai pas de budget. Là, on a fait un souper à 100 personnes. C'est pas vrai que je vais. Non, mais c'est un souper à 100. C'est pas vrai que je vais ouvrir des bouteilles à 60$. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai servi à mon mariage? C'est des bulles, puis c'est du cava de Paris Balta. C'était même pas. Mais quand après ça, tu recroises One, tu dis, hey, j'ai servi mon cava à ton mariage. Et les autres, là, ils te regardent, ils sont comme. Mais voyons donc, c'est pas nécessaire. T'étais pas obligé de faire. Non, c'est comme ça me fait plaisir, tu sais. Puis c'est du monde qui sont. Puis tu sais, moi, tu sais, pendant tout le temps que j'étais au caviste, le cava était sur la carte du restaurant. Puis des fois, même, il y a des clients qui me disaient, tu sais, puis là, après ça vient de confronter parce que, tu sais, oh, tanné de voir non, mais c'est vrai, tu comprends que. Oui, non, mais c'est parce que je vois tellement le genre de personne qui pourrait dire ça. Là, tu sais, tu reviens chez vous, puis moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Je me dis, non, je l'enlèverai pas. Non, c'est ça. Puis et puis, il y a comme quelque chose on en parle là, mais tu sais, de rencontrer les vignerons puis les gens. Mais oui. Il y a comme quelque chose de tellement touchant. Tu sais, moi, j'étais allée voir Klaus Lantiscus, puis j'ai un peu... À quel endroit, ça? C'est aussi dans le... En pays catalan? Oui, en Catalogne. Il me semble que c'est la même place, là. Je suis comme... Okay. Pas loin de Barcelone. Oui, c'est ça. Tu sais, on est allé là, puis on est allé sur un autre vignoble aussi qui était vraiment formidable. Mais tu rencontres ces gens-là, puis tu sais, c'est comme Papa Bulle. Lui, il fait des bulles, justement, puis avec du Charello. Puis, tu sais, il était comme... Il coupait du saucisson, il était comme, OK, il faut qu'on mange, là, parce que là, on boit. Puis là, tu sais, il me donne 2 bouteilles, il me donne un livre sur le vin. Sa fille, tu sais, commençait à cette époque-là à faire du vin. Puis ça reste, tu sais, puis je l'ai manqué quand il était à Rowan, il y a 2 ans. Puis j'étais super triste parce que c'était vraiment une rencontre super importante. Puis tu vois que, tu sais, justement, le snobisme des gens qui, oh, je suis tannée de boire ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas juste quelque chose sur la carte d'accessible ou à la sac d'accessible, c'est des gens qui font ça. Exact. Tu sais, parce que l'affaire, c'est que j'ai le problème, un problème que j'ai avec le vin, puis ça c'est un peu, on est revenu un peu sur terre avec ça, c'est que c'est quand même des agriculteurs, c'est des gens qui travaillent la terre, puis ce qu'on boit, même si c'est un signe de richesse et de snobisme, ce n'est pas ça à l'origine. C'est un produit du terroir. C'est, tu sais, en ce moment, avec les changements climatiques, c'est beaucoup d'imprévus encore plus qu'avant. Tu sais, il y a beaucoup de choses, puis c'est beaucoup d'émotions. C'est énormément d'émotions. C'est puissant. Puis juste ta rencontre, c'est de l'émotion. Ah, c'était pur. C'est pur. Puis, tu sais, sur ce que tu dis, là, c'est super intéressant parce que ça vient d'arriver, là. Michel Bouffard, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est la personne qui organise la conférence sur les changements climatiques et le vin, qui était... la dernière édition a eu lieu il y a à peine un mois. Puis moi, je suis la conférence sur les changements climatiques depuis les tout débuts. Même les cavistes, on a hosté une des éditions, le cocktail de lancement, là, dans le temps que c'était au HEC. On a eu au caviste, cocktail de lancement, Miguel Torres père, de la famille Torres dans le Penedès, justement. Ouais, c'est ça. Sangré de taureau. Okay, c'est comme des vins. Donc, Miguel Torres père, là, le monsieur, il commence à avoir 80 ans, il se déplace plus pour rien. Eux sont très, très à l'avant-garde sur toutes les pratiques éco-environnementales. Tu sais, lui, il dit, moi, mon rêve, là, parce que faut comprendre qu'une bouteille de vin, là, l'empreinte carbone d'une bouteille de vin, 40% de l'empreinte carbone du vin, c'est tout qu'est-ce qui est la bouteille, la façon de la shipper. Donc, un vin part de l'étranger puis s'en vient sur le marché du Québec, 40% de son empreinte carbone, c'est ça. OK? Donc, lui, il dit, moi, mes vins à 13$, là, il dit, mon rêve, c'est que ça parte en vrac que ce soit embouteillé au Québec, que mes vins soient embouteillés sur les marchés primaires. On a accueilli ce monsieur-là comme au restaurant, là, qui ne voyage plus. Lui,
Écoute, il est super gentil, c'est accessible, facile d'approche. Fait que je suis ce que Michel fait depuis le début. Puis cette année, j'étais à la conférence le deuxième jour. Le premier, j'ai pas pu me libérer, malheureusement. Et à la fin, on avait un panel avec Séverine Pain du domaine Le Vieux Pain. Dans la vallée de l'Okanagan, donc dans la région d'Oliver. Puis la vallée de l'Okanagan, en 2024, ils ont connu un cold snap. Donc, dans le jargon, c'est un coup de froid. Puis on dit que la vigne résiste au froid, là, mais en fait, elle résiste pas tout à fait. Ben, ça résiste au changement. Un vitis vinifera à moins 10 et moins va mourir, dans le fond. C'est pour ça qu'au Québec, on les couvre. Mais dans la vallée de l'Okanagan, il va peut-être faire moins 2, moins 3. Là. Donc, ça va. Eux autres, ils ont eu un moins 18, moins 20. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est que ta vigne, elle va faire un premier bourgeon. Elle va peut-être perdre ses bourgeons, elle va avoir ses bourgeons secondaires, tertiaires, donc tu vas peut-être t'en sortir. Elle va peut-être te le donner, mais tu vas le voir l'année prochaine si elle va mourir. Puis eux, là, ils ont eu 60% du vignoble qui est mort, là. Donc, qui est même plus. Non, c'est ça. Puis c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, mais l'anecdote fait en sorte que la conférence, c'est aux 2 ans. Et Séverine était venue à Montréal il y a 2 ans, en 2024. Ça venait d'arriver. Puis là, ben, il faut que tu te revires de bord parce que t'as plus de vin. Là. Pendant replanter une vigne, c'est 3 ans. Là. Et là, en ce moment, ce qu'on disait à la conférence sur le changement climatique, c'est qu'avec le côté de la sobriété, avec la résilience sur les changements climatiques, parlons pas de réchauffement, là. Le vin vit sa plus grosse crise qu'elle a jamais vécue, point. Puis là, on remonte phylloxéra, mildiou dans les années 1880, c'était grave, mais c'était pas comme en ce moment. Et sur le stage, on était peut-être une centaine dans la salle, puis Séverine, elle parlait de comment s'en sortir financièrement. Et tout le monde a fondu en larmes, elle-même l'an premier, parce que elle voyait ses vignes qui étaient mortes, puis là, elle expliquait comment elle s'en sortit. Puis tout le monde dans la salle, c'était la dernière conférence après 2 jours, là, puis là, t'es comme, va falloir s'en sortir. Pas en train de dire buvez, là, mais je veux dire, il va falloir de faire des choix réfléchis et pérennes pour que le milieu s'en sorte de façon intelligemment. Puis tu sais, une des choses qui était fabuleuse, parce que par rapport à ce qui a été fait comme initiative, mais là, on a eu quelqu'un qui est venu fucker cette initiative-là. Les gens boivent moins de vin partout. OK? Et un des endroits dans le monde où c'est fatal pour les vignerons, c'est en Australie et aux États-Unis, mais plus spécifiquement l'État de Washington. On parle de moins 40%. Fait que quand tu es rendu à moins 40%, Bordeaux aussi. Fait que quand tu es rendu dans des moins 40%, ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu arraches. Là. Okay? Fait qu'en France, là, à Bordeaux, on arrache, on a des primes d'arrachage parce que à Bordeaux, là, l'année dernière, c'est des 20 à 30 000 hectares de vignes qui ont été arrachés. Là. Je parlais avec des vignerons de Bordeaux, puis il dit, moi, il voyage beaucoup, là, puis il dit, je reviens, puis je fais, hop, ça, il n'y a plus de vignes là. Il n'y a plus de vignes là. C'est comme. Puis il y a une des choses, fait que là, faut que le marché se stabilise parce qu'il y a du monde qui ont du stock dans les caves sont pleines, mais si c'est un vin qui n'est pas valorisé, dans 10 ans, il ne sera plus bon. Là. Fait qu'on arrache, on bouille pour faire du fuel, là, pour tout ça. Mais tout ça pour dire que l'initiative qui avait été faite, l'Okanagan, c'est à la porte de l'État de Washington. Là. C'est le désert d'Osoyos. Après ça, on est sur le plateau colombien dans l'État de Washington. L'État de Washington connaît une crise. Les vignerons ne savent pas. Si t'arraches, t'arraches. Là, tu repars pas. Fait que là, il s'était dit, ben garde, les vallées de l'Okanagan, moi, j'ai adoré l'initiative. Vous n'avez plus de vignes, vous ne savez plus quoi faire. On flexibilise les lois au niveau d'embouteillage et tout, puis on va vous vendre du raisin. On va vous envoyer du raisin, puis vous allez pouvoir vous créer des cuvées avec le raisin de l'État de Washington pour que vous puissiez faire des vins valorisés, des vins de qualité, puis tout. Puis là, le projet, il s'est fait, là, mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le Donald est débarqué. Non, mais tu sais, comme... Comment tu le dis? Fait que là, c'est comme le projet était super cool. Là. L'État de Washington s'est entendu avec la vallée de l'Okanagan. En fait, si vous allez sur le site du Vieux Pain, vous pouvez acheter leur cuvée salvatrice. Là. Vous pouvez l'acheter, qui est du syrah et du grenache de l'État de Washington, qui doit être vinifié spectaculairement. Mais tu sais, là, c'est ça que ça va prendre comme projet. Là. Comment on s'en sauve pour passer au travers de ça. T'as-tu, mis à part cette magnifique cuvée-là, t'as-tu une autre suggestion ou c'est ta suggestion pour nous? C'est quoi ta suggestion? Qu'est-ce que tu as bu en ce moment que tu te rappelles, tu as fait « Oh shit, c'était bon ça! » Oh shit, c'était bon ça! Moi, je me suis intéressé, parce que même chose, je m'intéresse beaucoup au vin du Québec.
Puis il y en a plein là, qui font des très, très bonnes choses, là, mais des oh shit, c'était bon ça. Là. Tout ce que Joy Hill font, Oh mon c'est Dieu, je vraiment les bon. aime. Puis c'est de mieux en mieux à chaque année. Là. C'est le fun parce que de suivre ce que Justine puis Julien font, mais c'est le fun parce que les vignes vieillissent. Ouais. Puis les vignes gagnent en complexité. Les vins gagnent en complexité, en amplitude, en ampleur, au fil du temps. Fait que tout ce qu'ils font autour du gamay, ils ont du gamay de planter, mais toutes les vins qu'ils font. Mais tu sais, allons-y sur le panier québécois. Là. Ressuscitons le panier québécois. Là, mais oh shit, c'était bon ça. Tout ce que Joy Hill fait, moi j'adore. Domaine Bergeville, ce que Marc et Ève font, c'est spectaculaire en bulle. On avait reçu en 2020. Bon. Domaine Bergeville, j'y suis depuis leur début. C'est vraiment spectaculaire. Ils font belle histoire de résilience avec le feu qu'ils ont eu dans leur... Ils ont connu un feu dans une de leurs réserves. Puis là, tu vois, justement, il y a des cuvées, il y a des bouteilles qui avaient passé au feu, mettons, on dirait, mais qui étaient encore bonnes. Fait que là, on a testé, puis il y a des cuvées qui étaient associées avec ça. Ma découverte dans la dernière année et demie que je connaissais pas, mais ça fait quand même longtemps, la ferme Raku en Kamouraska. J'en ai bu la semaine passée, c'était magique. Ça, là... Tu sais, dans la vie, il y a dans la vie, tu as des endroits que tu visites que tu dis, ça, c'est des terroirs. Tu sais, ça, c'est au Québec, ben Joy Hill a ça avec ses vallons. Domaine du Nival, là, quand t'es en haut de la pente puis tu as le vue sur la Yamaska, là, ça, c'est un terroir, là, tu vois. Mais Raku, quand tu dégustes du Raku, c'est très bon, mais quand tu vas visiter la place, là, tu comprends qu'il y a quelque chose. Parce que c'est comme à la latitude où ça marche pas, là. Mais non, ça marche. Le fleuve est plus large. Donc, il fait pas si froid que ça. Il fait moins froid dans le bas du fleuve qu'ici. Ce qui fait en sorte qu'en Ontario, ça va bien, les vitis vinifera. C'est les grands lacs. C'est les grands lacs qui viennent tempérer le tout. Mais ici, dans la vallée du Saint-Laurent, où on est, le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas assez large. Mais rendu à Kamouraska, il était assez large pour tempérer le tout. Ils sont dans un recul autour d'une arène de parois rocheuses à l'intérieur de ça, donc à l'abri du vent, ouvert sur le lac. Super exposition. Tu marches dans les sols. Moi, j'étais allé là, il venait de pleuvoir, là. Tu gratouilles à terre, là, c'est déjà sec. Fait que drainage hyper bon, donc c'est ça que tu veux. Wow. Fait que tout est là, puis là, j'oublie le nom du propriétaire. C'est-tu Maxime? Je sais pas, moi non plus, mais je veux dire, on en a bu la semaine passée, puis c'était notre highlight. Et lui, il a réfléchi, puis là, il travaille un cépage, le Roland, je sais pas si tu Non. Bon, ben en fait, Roland, c'est Roland, là, on sait pas c'est qui, mais ça, c'est ça qui me fascine dans le vin, c'est la résilience des cépages, dans le fond. Donc, un cépage, tu achètes du pinot noir dans une pépinière, mais tu vas le planter dans ton domaine, mais au fil du temps, la génétique de ton pinot noir va s'adapter à ta réalité, à ton terroir. Fait que là, ben, tes pinots noirs qui sont morts après 2-3 ans que tu as plantés, ils n'étaient pas adaptés à ton terroir. Mais ton pinot noir, quand ça fait 15 ans que tu as ton domaine, puis lui, à chaque année, il n'est jamais malade, il est en santé, puis il te donne les meilleurs raisins, mais là, c'est lui que tu vas venir vouloir faire des boutures pour reproduire le bagage génétique parce qu'il est adapté. Mais Roland, le fameux Roland, c'est un gars qui avait planté plein de vignes. Puis il y a une vigne de coin sur le bord de l'autoroute, là, de son truc à Roland. Non, mais qui a survécu, puis tout ça. Puis là, il me semble c'est soit Max ou Sam. C'est pas important. Le gars du Raku a fait des boutures de ça avec un pépiniériste. Et là, le cépage Roland, c'est un peu comme notre cépage au Québec. Là. C'est un croisement. J'aurais fallu que je fasse mes recherches avant, ça m'énerve. Mais c'est un peu comme un cépage qui serait, certes, de l'hybride là, avec des trucs européens, là, mais qui s'est adapté très, très, très bien au climat du Québec. Mais au climat de Kamouraska, plus précisément? Oui, parce qu'il vient de là, mais là, il y a d'autres vignerons qui commencent à planter du Roland. Il y a un pépiniériste qui commence à le produire. Puis là, t'as-tu goûté un rouge ou un blanc? C'est un blanc, c'est un chardot. Un chardot? Puis... Je sais pas s'il y avait d'autres choses. Il y avait peut-être un petit peu de Roland. Ouais, mais c'était comme... Ça avait vieilli quand même, mais tu sais, c'est souvent, les vins du Québec, il y a encore un peu une acidité, dépendamment. Mais ça, c'était un chardot très équilibré, tu sais, pas juste rond assez en bouche. C'était pas comme trop... Tu sais, des fois, les chardots, c'est comme trop intense. Mais celui-là, c'était magnifique. Puis, tu sais, lui, c'est ça, il réfléchit à ce qu'il fait. Son pinot noir qui est planté, ben, sur la bouteille, il va te mettre, c'est du pinot Madeleine. Mais du pinot Madeleine, c'est du pinot noir. En fait, le pinot Madeleine, ça vient d'Allemagne. Je suis comme, Madeleine, c'est la blonde de Roland. Oui, exact. Mais Madeleine, ça vient d'Allemagne, puis c'est le clone de pinot noir qui était le plus adapté au climat frais en Allemagne.
Donc, il est déjà naturellement dans sa génétique apte au climat du Québec. Il faut quand même l'ambichonner puis l'enterrer, mais il est plus adapté que le Pinot Noir. Tu achèterais un clone X, Y, Z de Pinot, là, 666, pas mort, Dijon, en tout cas. Mais le Pinot Madeleine, en Allemagne, il est fait pour résister au froid. Mais il a tellement été devenu... Il s'est tellement bien adapté, puis ça fait tellement longtemps qu'il existe comme clone, qu'il est devenu un cépage en soi. Si tu t'en vas en Allemagne, puis tu parles aux vignerons, qu'est-ce que tu as de planté sur ton domaine? La famille des Burgunder. Donc, Burgunder, c'est les familles des Pinots. Fait que tu as le Weiss-Burgunder, donc le Pinot blanc. Tu as le Grauer Burgunder, qui est le Pinot gris. Puis tu as le Spate Burgunder, qui est le Pinot noir. Spate, c'est rouge. Mais eux aussi, ils vont dire, ben moi, sur mon domaine, j'ai du Pinot Madeleine. Puis le Pinot Madeleine en Allemagne, c'est le Frau. Parce que les Allemands, Frau, c'est madame. Là. Ouais, c'est ça. Frau Burgunder, mais c'est le Pinot Madeleine. Là, ben lui, au Racou, il s'est dit, ben moi, je suis dans la nordicité, je vais planter ça. Puis le Pinot, ça goûte le Pinot. Là. Tu sais, je te dirais, je te sens le Pinot de Racou. Tu fais, ah ben oui, c'est du Pinot. Mais c'est... Non, c'est... Fait que c'est ça. Fait que ça, puis là, c'est tous des vins qui sont difficiles à acheter parce que c'est des... Hey, c'était pas si je me rappelle, j'en achetais avant, puis personne en genre 2019-2020. Moi, c'était pas aussi hype que ça. J'ai fait un stage à l'Auberge Lac-Taureau en gestion en 2006, puis on avait des vins des Pervenches. Wow. Puis c'était facile à avoir. Tu sais, je veux dire, c'était comme... Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Mais c'est ça. Beaucoup. Ben, merci. On pourrait partir 4 heures, là. Ben, je pense que oui. C'était bien le fun. Ben, merci beaucoup. Il me semble qu'il manque de... J'ai pas tout dit. On n'a pas tout dit, mais mon Dieu, mais partir, tu reviendras. Avec un magnum. Oh boy! Si tu souhaites nous soutenir et avoir accès aux épisodes de l'Appel du Nature 6 semaines d'avance, en plus d'avoir du contenu exclusif, je t'invite à t'abonner à notre plateforme Patreon dès maintenant. Appel du Nature sans espace. À bientôt!